Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 16 mai, qui est le jour de la ciboulette. Alors la ciboulette, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est le fameux retour des fleurs dans le calendrier républicain, parce que bon, avec le fusain et le cyprinidae, on était un petit peu, on avait un peu oublié les plantes, mais elles font leur grand retour. Plantes de la culture recommandée dans les domaines royaux par Charlemagne, dans la capitale de Vilis. Hmm. Donc elles ont été recommandé par l'empereur Charlemagne. Ça, c'est quand même plutôt sympathique. Quand on est une fleur qui est recommandée par l'empereur, ça donne envie. Parce que qui est Charlemagne, donc dit le Grand, né à une date inconnue, ouais, parce que quand même ça remonte à beaucoup de temps, donc on n'est pas vraiment sûr. 742, 747 ou 748, mais par contre on sait qu'il est mort en 1814. Donc il a été d'abord roi des Lombards, hein, on s'en fout, il a surtout été roi des Francs, donc ça c'était quand même plutôt cool, enfin de ceux qui ressemblaient à la France d'aujourd'hui. Et après il s'est fait sacrer empereur le 25 décembre, donc ça c'était quand même un homme plutôt de qualité, hein, voilà. Bon après dommage qu'on sache pas trop à quoi il ressemble, parce qu'avec ça, il avait l'air un peu moche en fait, hein. Ça c'est quand même un peu dommage, hein. Voilà, roi guerrier, il a grandi son royaume, dans une campagne militaire, en particulier contre les Saxons païens. Oh bah tenez, l'Europe centrale au 5e siècle. Ouais, c'était un peu différent d'aujourd'hui, hein. Mais bon, il y avait toujours les Britons. Vive les Britons. Très bien, donc la Saxe, super. Et donc Charlemagne, qu'est-ce qu'il nous a fait aussi? Souvent réformateur, soucieux d'orthodoxie religieuse, il protège les arts et les lettres, est à l'origine de la Renaissance carolingienne, son œuvre politique immédiate, l'Empire, ne y survint cependant pas longtemps, se conforme à la coutume successorale germanique. Voilà, en fait, il a divisé l'Empire entre ses trois fils, et du coup, comme tous les empires, bah, ça dure pas très longtemps, voilà, après de nombreuses péripéties, l'Empire sera finalement partagé en trois avec le fameux traité de Verdun. Donc, l'Empire, c'était un truc plutôt énorme, quoi. On avait toute la France, on avait l'Allemagne, on avait le nord de l'Italie, mais on n'avait pas la Bretagne. Ça, c'est quand même très important à dire. Regardez la Saxe, la Bavière, la Lombardie, Navarre, enfin, vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a? C'est un truc de fou, quoi. Mais bon, après, Allemagne, Espagne, France, tout ça, ça n'existe pas, quoi. Donc ça a été plutôt compliqué, voilà. Et donc ça a été divisé en trois. Donc un peu le début, voilà, donc de l'Allemagne et de la France. Bon, les balbutiements, on va dire, hein, parce que c'est quand même très compliqué, quoi. Il y a des principaux actes fondateurs de ce qui fera la France. Donc voilà, de l'article Formation territoriale de la France, processus qui a conduit à la délimitation des territoires de la France tel qu'elle existe aujourd'hui à partir de la France occidentale issue du traité de Verdun. Donc pour Wikipédia, on considère que le début ça a commencé en 1843. Ça c'est quand même plutôt important. La division de la France, le traité de Verdun, de Mersenne et de Ribemont. Donc après on a un petit peu, on a ajouté quelques petits traités par-ci par-là pour que ça soit encore mieux, quoi. Ensuite, voilà, perte de la souveraineté sur la Catalogne, première acquisition du Rhône, voilà, rattachement par plébiscite de la Savoie pendant le Second Empire, annexion de la Corse, on a vu. Ah, ça s'est fait, c'est un travail de longue haleine qui a créé la France, un territoire de qualité. Ouais, voilà, regardez, on a ce célèbre truc. Voilà, là, on est au XVIe siècle, tranquillement, très bien. Bah, on va juste aller jusqu'en 1180 pour voir à quel point, voilà, ça montre quand même que c'était plutôt sympa. Bon, après, voilà, perte et gain. Là, on est en 1642, donc là, on commence le règne de Louis XIV. Donc là, la France va s'agrandir pas trop mal. Bon, après Louis XIV, c'était petit à petit, quoi. C'était un petit travail. Vous voyez, c'est comme ça que c'est fait la France. C'est petit à petit. On prend un petit truc, plus un petit, un petit petit, un petit. Bon, là, il y avait la papauté, mais elle va pas durer longtemps. Regardez. Regardez ça, ce travail de qualité. Voilà, c'est comme ça que la France s'est faite. C'est on grignote des petits trucs jusqu'à petits trucs, là voilà, pour se retrouver avec un territoire de plus de 500 000 km². C'est comme ça qu'a fait Louis XIV. Ça, c'était super, ça. Voilà, puis après on a Louis XV, plus ça. Et voilà, donc 1791 la Révolution. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce que décident de faire les Républicains et les Napoléoniens? Oh bah on annexe tout comme ça, voilà, en 2 secondes, comme s'il allait pas avoir de problème. Et bien voilà, bon tenez, voilà, on prend ça, bah allons-y. Et bah oui, hein, voilà, on va prendre l'Angleterre. Bah voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand on est trop gourmand. Voilà, il faut y aller petit à petit pour prendre des territoires. C'est pour ça que la France n'a pas réussi à être la base, parce que bah, ça allait trop vite, quoi. C'est pas comme ça qu'on gagne des territoires. Bon, après, la France est quand même plutôt grande, hein. Elle a quand même un territoire de qualité en plus, sans compter l'outre-mer. Donc ça, c'est quand même très sympathique. Mais donc voilà à peu près l'histoire de France. Regardez ça, c'est quand même beau le 14, hein, ça, c'est pas Napoléon qui a fait ça, hein. Eh bah oui.
Bon, après, Napoléon, il a fait de mauvaises choses, mais après, c'était pas forcément de sa faute. Avec les départements, tout ça. Un travail de long haleine, voilà. Ça, c'est quand même plutôt sympa, ça se donne envie, hein. La France, c'est un territoire géographiquement très varié. Enfin, au niveau des climats, au niveau du paysage, c'est quand même très, très sympathique. Donc voilà, pas mal de choses à dire. Tout ça en partant de la ciboulette, ça c'est quand même plutôt sympa. Passons à un autre sujet quand même, hein, parce que bon, on est déjà à plus de 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Célébration du mariage du futur Louis XVI avec Marie-Antoinette. Donc voilà, bon, elle avait 15 ans, Louis XVI, il avait quel âge? Il avait 16 ans, donc bon, ça allait, hein, à l'époque, c'était plutôt jeune. Enfin, c'était pas si vieux que ça, hein. Ça allait tranquillement. Donc voilà, ils se sont mariés tranquillement. Le problème, c'est que ça a un peu mal fini, hein, pour cette pauvre Marie-Antoinette, hein, qui n'était pas une si mauvaise reine. Enfin, je veux dire, il y a eu une légende noire autour d'elle, mais bon, enfin la pauvre, quoi. C'est juste que si elle s'est fait défoncer, c'est parce que aussi il fallait chercher des coupables. C'était une Autrichienne, c'était une femme, donc voilà, quoi. Bonne raison de la buter. D'ailleurs, c'est aussi une des grosses raisons qui a fait qu'il y a eu la guerre contre l'Autriche pendant la Révolution, parce que bon, quand t'assassines la reine, tu lui coupes la tête en plus, c'est chaud. C'est très 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 chaud. Tenez, là on a la famille impériale. Bon, je sais pas où est Marie-Antoinette, mais là on a quand même la grande Marie-Thérèse, hein, voilà, qui était reine d'Autriche pendant 40 ans. Ça mérite quand même le respect, hein. Marie-Antoinette, c'est pas personne. Voilà, tranquillement. Et après, elle a mal fini. D'ailleurs, je tiens à dire la célèbre phrase là, quand quelqu'un lui dit le peuple a plus de pain et qu'elle répond qu'il mange de la brioche, ça n'a jamais ça n'a jamais été vrai, hein. Ça a toujours été faux. À la base, ça vient d'un texte de Rousseau, ça. Il y a aucun rapport avec Marie-Antoinette, hein. Faut pas d'amalgame, hein. Marie-Antoinette, c'était pas elle était pas si méchante que ça, quoi. Bon, après, elle a fait des erreurs, évidemment, mais bon, la pauvre, quoi. Exécution, tout ça. Alors, selon une légende, ses cheveux auraient entièrement blanchi les jours suivant son retour de Varennes. Oh, c'est un truc de fou, ça. La canicie, alors c'est quoi ça? Blanchissement des poils et des cheveux qui survient en cours de l'existence. Ouais, donc tranquillement. Visite pour survenir dès l'adolescence. Ah, ouais, donc une dame de qualité aux cheveux blancs, hein. C'est beau les cheveux blancs. Naturel, tout est en figure, et on sentit à tort comme un vieillissement prématuré parmi la population. À tort. Bien que des cas exceptionnels de recoloration aient été observés, aucun traitement retardant et reversant ayant prouvé son efficacité été développé. Donc très bien. Intéressant. Et donc là, Canicie subit syndrome de Marie-Antoinette ou de Thomas More. Mais oh! Hop hop hop! Thomas More! Mais attendez, il venait d'être là? Mais attendez, mais c'est n'importe quoi, mais là tout est lié, hein. Là il y a un complot. Je suis désolé, hein. Oh là là, donc Thomas More, là, chanoine, grand ami d'Erasme, donc sympathique. Nos ambassadeurs, puis chancelier de roi par Henri VIII, dont on a parlé hier, mais tout est lié. Ah oui, donc voilà, il refuse de cautionner le schisme de Rome. Moi, j'en avais parlé, ça c'était Henri VIII qui voulait baiser une femme, sauf qu'il pouvait pas, du coup il a voulu changer de religion, donc il démissionne, il est emprisonné puis décapité comme traître. Ah, coup dur. Et donc lui aussi il a eu la calvitie, mais c'est un truc de fou, vous vous rendez compte? Mais c'est trop bien. Blanchissement très rapide, achevelé ensuite un choc émotionnel, parce que la fuite à Varennes, pour rappel, donc c'est donc Marie-Antoinette et Louis XVI, bon ils commencent à en avoir marre des révolutionnaires qui font chier, du coup hop hop hop, on se barre en Autriche pour défoncer les révolutionnaires. Et du coup, sauf que le roi, il est reconnu à Varennes, parce que bon, il y avait un vieux paysan qui avait une pièce de monnaie, et sur la pièce de monnaie, on voyait la gueule de Louis XVI, donc difficile de se cacher avec ça. Du coup, ils ont été ramenés, et puis ça a été à la fin de la République, juste après, si je me souviens bien. Donc ça a été vraiment, enfin, la fin la fin, ça a été un gros coup dur pour la monarchie, quoi. Ça, c'est, on pourrait imaginer qu'ils aient réussi à s'enfuir, qu'ils aient maté la Révolution, hein, pourquoi pas, mais bon. Parce que oui, il faut bien se dire qu'à l'époque, enfin, toutes les familles étaient liées. On voit bien ça avec Marie-Antoinette d'Autriche. Voilà, très intéressant. Donc la canicie, voilà, blanchiment, chef émotionnel. Et les gens disent que la chevelure, la barbe de Wu Tiyu, blanchie, très bien, lorsque sa famille a été tuée, ok, est observé par des combattants de la Seconde Guerre mondiale. Jean Gabin, oh Jean Gabin, donc ça, quand même un acteur de qualité, hein, voilà, devenu tête du convoi militaire marin qui est accompagné à bord d'Alger. La fin des rôles de jeu premier qu'il avait incarné alors sous sa chevelure blonde. Sérieusement, Jean Gabin a joué dans des... Je savais pas du tout, moi, qu'il avait joué comme... qu'il avait joué dans des... En blond, Jean Gabin. Moi, je pensais qu'il c'est juste des films où il était vieux. Grande Illusion, Le Quai des Brumes, La Bête Humaine. Trop bien, quoi.
des films de qualité. Regardons la filmographie de Jean Gabin. Napoléon, il a fait un rôle dans Napoléon. Les Misérables, 10 millions d'entrées, c'est l'élite Jean Gabin quand même, disons-le. Quand on reconnaît l'élite, c'est qu'en fait, il y a une propre page pour sa filmographie. Donc ça, vraiment, trop bien. Donc vraiment, la calvitie, ouais. Pas été observé scientifiquement, je peux expliquer par une réaction auto-immune. Très, très intéressant, donc coup dur pour elle, hein, parce que c'était pas une femme méchante. Ah, on va peut-être finir sur ça. Les alliés britanniques, espagnols et les portugais repoussent l'armée du maréchal Soult à la bataille d'Albuera. Alors, qu'est-ce que c'est que la bataille d'Albuera? Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de bataille napoléonienne, donc j'ai le droit. Hein. Elle oppose l'armée anglo-hispano-portugaise, au général. Donc, ouais. Donc, c'était pendant la guerre d'indépendance espagnole, oui. Parce que, voilà, en fait, c'était comme les Espagnols, ils faisaient un soulèvement, bah, du coup, la France a dû venir les mater. Et il y a le duché de Varsovie qui était là, les Polonais, hein, qui étaient très sympathiques, les Polonais, parce qu'ils avaient de super chevaux. Non, vraiment, ils étaient de super cavalerie, c'était super sympa. Donc, on a qui? On a Jean de Dieu Soult, donc un homme de qualité, contre le Royaume-Uni, le Portugal, l'Espagne. Donc, on a, ouais, donc ça m'a l'air à peu près égal, et mort à peu près égal, indécis, bah voilà. Statu quo stratégique, bien que meurtrier. Très bien. Donc là, on parle quand même du maréchal Jean de Dieu Soult. Là, vous allez me dire, oh, il est un peu moche. Ouais, mais après, il est devenu plus stylé. Alors, Jean de Dieu Soult, qui est-ce que c'est? C'est un maréchal napoléonien. Vous allez me dire, oh, c'est cool, il y en a plein. Déjà, bataille d'Austerlitz, c'est super bien. Premier manœuvrier d'Europe. Un des maréchaux capables de diriger une armée en l'absence de l'empereur, avec Davout, Lannes, Masséna et Suchet. Donc ça, c'est quand même super. Et en plus, Jean de Dieu Soult, après l'Empire, bah lui il s'est pas arrêté là, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Bah pendant la monarchie de Juillet, donc sous les Philippes, il a été ministre de la guerre, ça c'est super. Président du Conseil des ministres pendant 2 ans, président du Conseil des ministres pendant 7 mois, et président du Conseil des ministres pendant 7 ans. 7 ans. Aucun. Voilà, il détient le record de longévité à ce poste. Même Raymond Poincaré n'est pas resté autant de temps que lui. Cet homme, c'est l'élite, maréchal général de France, titre unique. Et vous vous rendez compte? Mais cet homme, c'est tellement l'élite, Jean de Dieu Soult. Regardez à quoi il ressemblait. Oh, il était tellement charismatique. Oh là là là, mais quel homme! Quel homme! Voilà, il se déclare républicain. Bon, il a peut-être fait il a peut-être changé ses opinions à la fin, parce que bon, bah c'est vrai que pendant la Restauration et la Marche juillet, c'était compliqué, parce il restait des mecs de l'Empire et tout, et donc ces deux régimes ont essayé de jouer sur les deux tableaux, enfin d'être à la fois d'accepter les idées de la Révolution, mais en même temps de rester quand même plutôt de rester quand même plutôt pour le roi. Du coup, on avait un autre deux un peu bizarre. Et enfin, il y avait plein de trucs qui restaient sans réponse. Par exemple, quand il y a eu le corps de Napoléon qui est revenu donc à Paris, il y avait il y avait genre la garde royale et tout qui était à fond pour Napoléon, et du coup c'était un peu bizarre. Et un truc qui exprime bien, si on a quelque chose qui exprime bien donc les combats idéologiques entre républicains, monarchistes et bonapartistes, c'est l'Arc de Triomphe. Parce que ça, c'est un bâtiment qui à la base était pour l'Empire, qui après a été continué sous donc les monarchies, et puis à la fin, bah, c'est la République qui a rajouté quelques petits trucs. Donc c'était un peu n'importe quoi l'Arc de Triomphe. Vraiment un bâtiment un peu bâtard, mais de qualité au final. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Et Jean de Dieu Soult, donc voilà, un homme de qualité. Mais vraiment, hein, regardez tout ce qu'il a été. Royaume de France, République française. Oui, alors ça, c'est l'époque où le drapeau français était comme ça. Bon, vous allez peut-être rire, mais bon, quand même, ça a duré quand même presque 1 an. Donc, respectez un petit peu ce drapeau. Voilà. Et puis à la fin, République française. Et même quelques jours après, il y avait le coup d'État de Napoléon III. Donc, quand même, Jean de Dieu Soult, un homme à respecter. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On n'a rien vu. La formation territoriale de la France, de 843 à 1947, tout ce qu'il y a eu, voilà, Louis XIV, Napoléon qui fait n'importe quoi en essayant d'aller trop vite et ça marche pas, voilà, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le traité de Verdun, voilà, qui crée donc le début de la France, l'Allemagne, hein, les balbutiements, Charlemagne, un empereur de qualité, voilà, on ne connaît pas sa date de naissance, la ciboulette, donc voilà, un truc recommandé par Charlemagne, Jean Gabin, un acteur de qualité, voilà, qui joue dans Les Misérables, par exemple, 10 millions d'entrées, l'élite, et qui a eu une canicie. Canicie, et ça, c'est très important, ça. Le fait d'avoir ces cheveux qui poussent tout de suite. Imaginez, demain, votre famille meurt. Bah hop, vos cheveux ils deviennent blancs. Et bah grâce à moi, vous le saurez, vous serez pas surpris. Donc ça, c'est quand même sympa. Marie-Antoinette, une femme de qualité aussi, qui s'en est pris plein la gueule, donc un peu de respect pour elle, hein, la pauvre. Ensuite, la bataille d'Albuera, donc avec Jean de Dieu Soult, un homme vraiment très important, maréchal général des camps d'armée de roi, donc un titre hyper important. Ça, c'est vraiment l'élite de l'élite.
Bon, bah c'était le 16 mai, si vous avez aimé, vous vous abonnez, vous lâchez les pouces bleus. C'était Zimbabwe, bisous!